Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour dire quelques mots du Paris Saint-Germain. Donc victorieux hier soir contre Leipzig, 3-2, une victoire acquise dans la difficulté, dans la douleur, mais qui permet pourtant au Paris Saint-Germain de compter aujourd'hui 7 points et donc de prendre une option très significative pour la qualification, pour l'accession au 8e de finale de Ligue des Champions, en reléguant notamment son adversaire du soir à la dernière place. Qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? On va parler d'abord du match et dire que ça a été compliqué, forcément. Le pressing de Leipzig très intense et de plus en plus performant au cours de la rencontre, ça c'est une autre chose qu'on peut souligner. Vraiment une montée en puissance de ce pressing et de cette attitude sans ballon sur la première heure de jeu, sur la première mi-temps notamment. Ça devient de plus en plus performant. Ça a causé beaucoup de problèmes au Paris Saint-Germain quand ce pressing est bien calibré collectivement et quand en face on a un Marco Verratti qui fait un petit peu moins de miracles qu'à l'accoutumée ou que contre Manchester City par exemple. Lui, il était souvent pris dans la boîte du milieu adverse, souvent pris dans le quadrilatère allemand, et donc un peu suffoqué, manquant d'espace et de solutions. Bon, quand il y a tout ça, et quand en plus le niveau d'énergie, d'intensité parisien dans son ensemble est un petit peu moins élevé, peut-être que les autres milieux de terrain, les autres joueurs avancés proposent un peu moins de solutions. Bon, c'est très compliqué, et on a vu pendant au moins une bonne heure le PSG très empêtré dans le pressing allemand. La conséquence, c'est que Paris a donc eu un mal fou à se sortir de sa propre moitié de terrain et à rallier la moitié de terrain adverse. Des stats qui l'illustrent, c'est que sur l'ensemble du match, le PSG prend 65% du ballon et cumule 12 tirs contre 35% du ballon, logiquement, pour Leipzig, 18 tirs pour eux. Avec 2 fois moins du ballon, ils réussissent à avoir à peu près 50% de plus de tirs, même parfaitement 50% de plus de tirs. 38 ballons touchés dans la surface pour Leipzig aussi, quasiment 2 fois moins pour le PSG, une vingtaine à peine, avec 2 fois plus du ballon. Pourtant, donc ça souligne à quel point une grande partie du match s'est jouée dans la moitié de terrain parisienne, même lorsqu'ils avaient le ballon. La difficulté des Parisiens sur leur phase de possession, première chose, mais aussi la qualité qu'a eu Leipzig avec ballon, s'ils réussissent à se procurer 18 tirs avec 35% du ballon, à marquer à 2 reprises, un total d'XG qui est un peu supérieur à 2, c'est grâce à la qualité qu'a eu Leipzig avec ballon. Les deux buts en sont une expression parfaite d'ailleurs. D'abord collectivement avec un super travail sur la largeur, une capacité à attaquer vraiment sur toute la largeur du terrain, la montée d'Angelino sur le premier but par exemple, le centre d'Angelino pour Mukiele, donc de piston à piston sur le deuxième. Voilà, tout ça c'était la qualité collective de Leipzig avec ballon, mais individuellement ils avaient aussi des joueurs qui ont été performants hier, qui ont été capables de faire fructifier ces efforts collectifs. Je pense au bon match de Silva par exemple, de Konrad Laimer, d'Nkunku, de Mukiele, d'Angelino. Bon, voire très bon match pour certains, Nkunku et Angelino en particulier. Donc sur la physionomie d'ensemble, une bonne partie pour Leipzig et pour les hommes de Jesse Marsch. Jesse Marsch qui peut être légitimement déçu du résultat, qui récompense, on va dire, assez mal la prestation de ses hommes. Mais pourtant, malgré cette prestation collective relativement aboutie, malgré les difficultés que le Paris Saint-Germain a rencontrées, ils l'ont emporté. Comment est-ce qu'on l'explique ? Bon, déjà, première chose, je pense qu'on peut souligner et utiliser comme argument principal la nature du football, qui fait que même quand collectivement ça se passe mal, même quand tu manques de qualité collective, sur un soir ou même peut-être dans l'ensemble, si tu as suffisamment de qualité individuelle, tu resteras toujours dans la partie. Si tes individus les plus talentueux sont au rendez-vous et livrent une performance correcte, voire plus que correcte, comme ça a été le cas hier soir, tu resteras toujours dans la partie. Je pense que ça c'est la première explication. Ce qu'a fait Mbappé par exemple, un match à 8 dribbles tentés, 4 réussis, 5 tirs, 1 but, une passe décisive, un penalty provoqué, bon ça change tout et on comprend pourquoi Paris a insisté pour le garder en dépit du bon sens économique. Hier, le fait qu'il ne soit pas parti au Real Madrid, c'est la différence entre une défaite nette qui aurait jeté un sale coup de froid et une victoire 3 points dont tout le monde aura oublié les conditions d'obtention dans quelques semaines, tout le monde aura oublié la physionomie de cette partie, quasiment tout le monde, dans quelques semaines. Sa présence hier, c'est la différence entre un Pochettino mis sous grosse pression, d'énormes doutes qui naissent sur la capacité du Paris Saint-Germain à aller loin dans cette compétition, à faire face au Bayern, au Liverpool, au Chelsea de ce monde. C'est la différence entre ça et entre pas vraiment de débat majeur qui va naître sur la question
pas vraiment de doute, on rentre à la maison et on prépare tranquillement le match contre l'OM au Vélodrome dimanche. Donc voilà, l'importance de la qualité individuelle bien exprimée par cette partie, c'est un peu raccord à ce que je disais en début de saison, qu'on n'aurait pas nécessairement, je le disais dans mon analyse de l'arrivée de Léo Messi, on n'aurait pas nécessairement un PSG particulièrement séduisant collectivement, pas un des meilleurs foot d'Europe, si on est attaché à la dimension collective du football, si on regarde ce qui se fait depuis quelques années en Allemagne, en Angleterre, on n'aura pas nécessairement ça, mais si tes stars répondent au rendez-vous, ce qui est quand même un gros si, mais si ces stars répondent au rendez-vous comme elles l'ont fait hier, ce PSG sera malgré tout pas si loin du compte, parce qu'il y a une telle armada et tellement de qualité individuelle. Donc voilà. Ça, c'est une première chose. Et puis, dans l'analyse de ce succès, il faut quand même parler de Leipzig. J'ai presque du mal à dire que c'est une victoire heureuse pour le Paris Saint-Germain. C'est bien sûr un commentaire qu'on va retrouver dans la plupart des analyses de ce match. C'est quelque chose qu'on a exprimé aussi en première partie. Mais j'ai presque du mal à dire que c'est une victoire à 100% heureuse et fortunée. Parce que si Leipzig a été aussi séduisant, et ils l'ont été, mais s'ils ont été aussi séduisants, s'ils ont donné cette impression de domination, c'est aussi parce qu'ils ont pris beaucoup de risques sur leur pressing, sur ce qui leur a permis d'être séduisants. Les espaces qu'ils ouvrent dans leur dos, que Paris a su exploiter, notamment pour l'ouverture du score, ça fait partie de leur approche aussi, on ne peut pas vraiment le dissocier de ce qu'ils ont proposé de séduisant. C'est grâce à ce risque qu'ils ont été aussi étouffants. Donc pour évaluer leur match, on ne peut pas regarder uniquement le résultat de leur parti pris, c'est-à-dire le côté étouffant et leur pressing réussi. Faut aussi regarder, si on est honnête, ce que ça leur coûte. Et si ça te coûte autant d'espace dans ton dos, si tu es aussi vulnérable quand la pression est battue, peut-être que c'est pas juste de la malchance ou de l'infortune que t'encaisses 3 buts. De mon point de vue, pour défendre un petit peu le Paris Saint-Germain, je ne sais pas si on peut défendre la physionomie et la production collective du Paris Saint-Germain, mais on peut défendre le résultat, on peut défendre cette victoire et estimer qu'elle n'est pas simplement heureuse. On ne peut pas vraiment dire que Leipzig a fait un match parfait, sauf les espaces qu'ils ont laissés dans leur dos, parce que c'est justement en laissant ces espaces dans leur dos, c'est justement le parti pris qui te fait laisser des espaces dans ton dos, qui te permet de faire un bon match, qui leur permet de faire un bon match en étant très agressif devant. C'est ces espaces laissés dans leur dos qui leur permet d'être aussi séduisants. Voilà, on ne peut pas vraiment isoler les deux paramètres de l'équation. Et puis il faut rajouter aussi leurs erreurs individuelles, la perte de balle d'Adam sur le 2 partout, la faute de Simakan pour le 3-2. Donc eux aussi ont des choses à se reprocher et c'est des choses qui font, si tu commets autant d'erreurs individuelles et si ton parti pris est aussi risqué, c'est pas non plus une absurdité que ce résultat de 3-2. Voilà en gros pour mon analyse de la partie dans son ensemble. Maintenant un petit précis sur les joueurs, les performances individuelles, les tops d'abord et on va faire revenir les notes. J'ai mis d'abord Kylian Mbappé bien sûr, le but de l'ouverture du score, la passe décisive pour égaliser, le penalty qu'il provoque pour mener à nouveau. Je l'ai trouvé généralement dans la zone de vérité très efficace et pertinent. Sur le premier but par exemple, ce qu'il fait, feinte d'ouvrir pour faire lever la jambe à Willy Orban et ensuite la mettre sous lui, c'est très bien fait. La remise pour le but égalisateur, déjà le fait d'aller pouvoir percuter et aller chasser cet espace, profiter de la perte de balle de Leipzig, bon ça tu le fais que si tu as la qualité individuelle de Kylian Mbappé, mais ensuite feinte de frappe et passe un peu aveugle pour Léo Messi, parfaitement dans le bon timing. Dommage qu'il y ait ce penalty raté en fin de rencontre, mais ça reste un très très gros match pour lui. Je lui ai mis 9 sur 10, c'est le meilleur joueur de la partie pour moi d'assez loin. Ensuite j'ai mis Léo Messi, un doublé, mais surtout peut-être injouable sur certaines séquences de lancement, de construction, peut-être pas assez de volume dans sa prestation, ça je suis d'accord, pour en faire un 9 sur 10, comme Kylian Mbappé, malgré le fait qu'il marque 2 buts. Mais entre ce qu'il a apporté ponctuellement à la construction et la dimension décisive de son match, pour moi c'est impossible de descendre en dessous de 7, et je mettrais même 8. Pour Léo Messi, je pense que c'est peut-être son meilleur match au Paris Saint-Germain pour l'instant. Dans les autres tops, Marquinhos, la présence aérienne toujours, la passe lumineuse sur l'ouverture du score, 7. Navas, qui allait très vite au sol sur ce match, très explosif sur sa ligne, et décisif parce que Leipzig a eu un paquet d'occasions, 7 aussi. Niveau flop ensuite, Hakimi sur le plan défensif, j'ai mis 4. Nuno Mendes sur le plan défensif, sans pour autant apporter peut-être autant de largeur que ce qu'a produit Hakimi, donc une note de moins, un point de moins, 3. Gay et Herrera qui n'ont pas vraiment permis au Paris Saint-Germain de résister à la pression de Leipzig dans cette rencontre où il fallait trouver des espaces à la construction. Bon, ils n'ont pas vraiment servi, j'ai mis 3. Ensuite, un petit point d'interrogation sur Marco Verratti, c'est le seul joueur point d'interrogation, ni plus ni moins, point d'interrogation. Verratti en difficulté au début, mais mieux ensuite, et dans le contexte de pression en fait. Peut-être qu'il faut l'évaluer par rapport à ce contexte. Dans le contexte de pression Leipzig, le fait qu'il touche 138 ballons
plus de 10% de la possession totale de la partie, ça a été fait dans ses propres pieds. Et voilà, monter en puissance sur la capacité à résister à cette pression, à trouver malgré tout quelques décalages, à être une solution dans le jeu positionnel quand le Paris Saint-Germain arrivait dans la moitié de terrain adverse, quelques dribbles aussi, une percée fulgurante. Bref, il y a eu des efforts et on n'a pas vu un Verratti vraiment crever et simplement qui disparaissait du match à cause de son propre rendement individuel et de son niveau d'énergie. Donc voilà, point d'interrogation. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur Marco Verratti. Et puis les joueurs de Leipzig, plusieurs performances individuelles notables et positives. Angelino, quel joueur extraordinaire, quelle intelligence sur ses centres, le premier peut-être plus que tout, et le deuxième sur la qualité technique pure pour réussir ce centre un peu slicé, coupé, vraiment magnifique et super joueur. Il m'a énormément plu. Angelino, Nkunku et Silva aussi, les deux assez pertinents sur le registre offensif. Peut-être qu'Nkunku aurait bénéficié d'un petit peu plus de qualité à la finition, mais sur les dribbles très vivaces, sur les choix excellents, notamment sur le premier but. Donc voilà, très bon match des deux. Konrad Laimer aussi j'ai trouvé, sur le pressing, sur la capacité à amener ses ballons ensuite dans la moitié de terrain parisienne, sur les transitions. Les moins, c'est sans doute Adams et Simakan, les deux joueurs qui conduisent au but parisien. Et voilà à peu près sur les rendements individuels. Peut-être que pour boucler l'analyse de cette partie, ce qu'on peut dire, et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a appris de cette rencontre ? Chaque match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose. En plus, je dirais que l'apprentissage majeur, c'est que si Verratti est étouffé, Paris manque nettement de mécanismes pour résister à la pression parce qu'ils n'ont pas vraiment de solution collective pour résister à la pression. Et ça, c'est un peu inquiétant parce que là, tu affrontes Leipzig, c'est une des équipes qui presse le mieux, mais elle manque peut-être de qualité pour te punir derrière. C'est peut-être un peu inquiétant à l'idée d'affronter le Bayern, Liverpool, Chelsea par exemple. Donc voilà, si Verratti est étouffé, attention. Mais l'autre enseignement, c'est que si ces stars sont dans un bon jour, Paris a quand même la qualité individuelle pour se créer des grosses occasions. Hier, le total d'XG est supérieur à 3,5, donc il ne démérite pas sur cette partie, sur la création d'occasions, et il s'en crée suffisamment pour remporter des matchs où la physionomie semble défavorable. Je pense que c'est l'enseignement majeur qu'on peut tirer de ce match. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout dans les commentaires. Enfin, on va finir avec une petite section prono. On n'en a pas encore fait, il y en aura beaucoup sur cette semaine avec tous les énormes matchs de ce week-end. Petite section prono pour parler des autres rencontres de Ligue des Champions qui se jouent ce soir. Sur mes intuitions, un petit peu comme ça, je verrais bien la victoire de Salzbourg à domicile contre Wolfsburg. De tout ce qu'on voit de Salzbourg, ça me semble être une équipe assez largement supérieure à Wolfsburg, qui n'est pas super enthousiasmante, et c'est une victoire qui est cotée à 2,02 pourtant. Donc ça a l'air intéressant. Et ensuite on a Manchester United qui accueille l'Atalanta à domicile. Vu la situation d'United en ce moment, ça aussi c'est une rencontre qui va mériter le détour. L'Atalanta qui l'a emporté 4-1 ce week-end, qui a bien résisté à l'Inter il y a quelques semaines, défaite d'un petit but contre le Milan AC, de l'AC Milan 3-2. Donc voilà, cette Atalanta qui est 6ème de Serie A me semble toujours assez forte sur ses principes et me semble être en capacité d'embêter Manchester United. Alors il y a l'Atalanta à 4,75, le nul est à 4 quasiment, mais vous avez le double chance Atalanta au nul à 2,01. Alors c'est toujours risqué de parier contre une équipe qui compte Cristiano Ronaldo en ses rangs, surtout sur un match de Ligue des Champions, mais voilà, ça peut valoir le détour. Et puis enfin bien sûr, j'espère une victoire de Lille contre Séville, c'est coté à 3,35. Mais Séville est favori sur cette partie selon les bookmakers. Je ne parierai pas nécessairement sur ce match, mais voilà, si vous faisiez le combiné Salzbourg plus Atalanta ou nul, ça fait 4,04, un truc comme ça. En tout cas, si ça vous intéresse, que la partie prono vous intéresse, que vous voulez miser sur BetClick, vous avez 100 € offerts avec le code promo Willou, un code qui en plus me reverse une belle commission à chaque utilisation, ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour ne pas rater toutes les prochaines, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.